Alors je vous préviens, si vous êtes en train de manger, arrêtez tout de suite, c'est un conseil. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de bouffe vraiment, mais vraiment dégueu. Et pas simplement de plats ratés car vous êtes nul en cuisine. Non, non, là on va vraiment s'intéresser aux plats les plus horribles au monde. Trigger warning. Trigger warning. Alors oui, approchez-vous mais pas lourde de sang, parce que là, grâce à notre cobaye, on va tester des plats qui donnent véritablement envie de vomir. Les choux de Bruxelles seraient vraiment un délice par rapport à ça. On va lui faire goûter des plats avec un aspect ou une odeur de plus en plus répugnant et on va commencer avec des aliments que les gens ne kiffent pas trop. Puis on va rapidement monter en gamme pour passer à des plats vraiment horribles. On va découvrir des plats de cultures différentes qui donnent pas du tout envie pour finir avec des plats qui peuvent littéralement vous faire vomir, voire même vous tuer. Mais on va commencer quand même assez soft avec des plats que vous détestez, déjà peut-être. Mais avant d'entamer notre terrible voyage culinaire, notre cobaye, Gustave, décide de faire un petit tour avec des plats délicieux. Et il commence avec des antipasti dans un restaurant italien. Puis il enchaîne avec une blanquette de veau à Paris. Et pour le dessert, il se rend en Autriche pour goûter les fameuses Apfelstrudel. Et là, en sortant de la pâtisserie autrichienne, quelle ne fut pas sa surprise de tomber sur le bâtiment de la maison mère d'Holzkern. C'est une marque qui fabrique des montres, des bijoux, pas cela, celui-là, celui-là. Et des accessoires donc à base de produits naturels. On retrouve du bois, de la nacre, des pierres précieuses. Tout est fabriqué en petite quantité afin de garantir la qualité et le respect de l'environnement. J'ai moi-même la chance de posséder l'une de leurs montres, celle-là du coup que je kiffe. Alors ce que j'apprécie le plus, au-delà du fait que vous voyez il y a tout l'engrenage apparent qui donne un côté un peu steampunk, et du coup les produits naturels, là en l'occurrence le bois. Et d'ailleurs comme c'est bientôt Noël, ce serait peut-être l'occasion que Gustave nous ramène des cadeaux. Et vous aussi pour ces fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à aller checker mon lien en description pour trouver vos cadeaux de Noël chez Holzkern. Il y en a vraiment pour tous les goûts, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Vous trouverez forcément de quoi vous faire plaisir, à vous, ou même à votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, bref. Et en plus, avec le petit code Gustave Noël, vous avez le droit à 15% de réduction. Bon, en tout cas, en attendant que Gustave revienne d'Autriche, on commence notre expérience autour de plats pas super appétissants, et c'est peu dire. Bon, du coup, je commence tout de suite par une info qui va peut-être créer des clashs entre vos proches et vous. Parce qu'il se trouve qu'en 2021, l'entreprise de livraison de bouffe Deliveroo a mené une enquête auprès de ses clients. Et ils ont sondé des gens pour savoir quels étaient les aliments qu'ils détestent le plus. Et là, roulement de tambour, mais à la dernière place, il y a les huîtres. Et puis on trouve ensuite les poivrons, mais il y a aussi la réglisse, il y a l'anis, les oignons, la coriandre, mais aussi les choux de Bruxelles, les sardines, les fruits secs, le gingembre. Le top 1, c'est l'endive qui est la plus détestée. L'étude explique qu'il y a 3 facteurs qui peuvent expliquer ce résultat. Bon, déjà, il y a la texture pour les huîtres ou même les oignons. Ensuite, il va y avoir l'amertume pour les choux de Bruxelles ou alors l'endive. Ou encore certaines allergies comme pour les fruits secs. Après, ce que ce classement il montre, c'est qu'en réalité, il y a quand même plusieurs explications au fait qu'on aime ou pas un aliment. Par exemple, de son côté, là, notre cobaye a horreur des choux de Bruxelles. Alors, on en reparlera, mais il faut bien comprendre que l'éducation et la culture ont quand même pas mal d'influence sur le sentiment de dégoût. Néanmoins, on peut quand même se poser la question, pourquoi on déteste un aliment? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve un plat dégueu? Eh bien, ça, c'est la question que se sont posées des chercheurs français. En fait, ils ont mené une étude sur des personnes qui détestent le fromage. Et lors d'entretiens, ces personnes ont mis en avant plusieurs raisons pourquoi ils aiment pas le fromage, comme le goût ou même l'odeur. Mais les scientifiques, ils sont pas arrêtés à ça, ils ont vraiment voulu comprendre ce qu'il y avait dans leur cerveau quand ces personnes voyaient ou sentaient du fromage. Et ils ont alors remarqué que certaines aires de leur cerveau, notamment de la récompense ou de la faim, n'étaient pas activées. Alors que typiquement, ces zones-là pouvaient s'activer pour d'autres aliments. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, le dégoût, il est inscrit dans notre cerveau. C'est pas juste, ah ouais, j'aime pas. Et là, ce qui fait que notre cobaye, il ne peut s'empêcher d'être dégoûté, ne serait-ce qu'à la vue de bonbons à la réglisse. Cette chose l'horripile au plus haut point. Le réglisse, c'est vraiment le truc, ça me dégoûte de zinzin. Mais ça ne répond quand même pas à la question pourquoi on est dégoûté face à un aliment. Alors une possibilité, ce serait déjà que le dégoût, c'est une émotion innée. Par exemple, Charles Darwin, il classait d'ailleurs le dégoût comme l'une des émotions primaires avec la joie, la colère, la peur, la surprise et la tristesse. Mais nous, on verra tout à l'heure qu'on peut aussi faire le lien entre le dégoût alimentaire et le dégoût esthétique ou même moral. Et bon, pour en revenir à la science, le fait de ne pas kiffer un aliment viendrait peut-être d'un vieux réflexe bien ancré en nous et lié à la survie de notre espèce. Ce qui serait en vrai logique quand même. Et en 2021, des chercheurs américains ont publié une étude sur un peuple indigène qui était venu d'Équateur, appelé les Chouars. Et en fait, ce peuple, il vient un petit peu comme nos ancêtres de la préhistoire. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Et les chercheurs ont montré que parmi les gens de cette communauté, ceux qui éprouvaient du dégoût face à certains aliments trouvés dans la nature étaient en meilleure santé, globalement. Alors que les individus de cette tribu qui mangeaient de tout sans se soucier de l'odeur ou de l'aspect tombaient plus souvent malades. Et du coup, pour nous protéger de ça et éviter de tomber malade, voire de caner, on a notre instinct qui s'appelle le dégoût, vis-à-vis d'un aliment qui peut être suspect, de par l'odeur ou la
l'apparence. C'est vraiment un système de protection. Par exemple, si je vous montre un fruit quand même pourri, voire même légèrement un petit peu flétri, vous risquez d'être dégoûté et vous refuserez de le manger pour vous protéger. En tout cas, on a appris à reconnaître le moisi, la pourriture, etc. et donc à s'en méfier instinctivement. Ce qui ne nous empêche pas de manger des trucs avec des moisissures comme certains fromages, mais ça on en reparlera. Et en tout cas, en ce qui concerne l'amertume, eh bien elle provoque elle aussi du dégoût de manière assez instinctive même chez les bébés. Ils font la grimace dès qu'ils goûtent un truc amer, ça passe pas quoi. Mais alors on se dit, mais pourquoi les trucs amers ce serait plus dégoûtant qu'autre chose? Eh bien c'est tout simplement parce que dans la nature, les substances souvent toxiques sont souvent avec un goût amer. Donc on est un peu conditionné par le fait que ok c'est amer donc c'est sans doute toxique. Pour un autre exemple de l'aspect génétique au niveau du dégoût, ce serait par exemple la coriandre. Parce que quand vous mangez cette petite herbe là toute mignonne et que ça a un goût de terre ou de savon, eh bien ça c'est dû à vos gènes. Parce qu'en effet, une étude a montré que chez certaines personnes, eh bien certains gènes faisaient qu'elles ressentaient plus fortement l'odeur et le goût de la coriandre. Et que ça pouvait facilement les dégoûter. Mais bon, en tout cas, si vous détestez un plat, c'est sans doute dû à des réflexes de votre corps ou alors de vos gènes. Après, il y a plein d'autres trucs qui peuvent rentrer en jeu comme la culture, l'éducation, la richesse, etc. En tout cas, notre cobaye, lui, typiquement, ses gènes font qu'il déteste la coriandre. Mais nous, il est temps de vraiment rentrer dans les choses sérieuses et cette fois-ci, de passer aux plats tellement dégueux qu'ils font l'unanimité, ou presque. Alors déjà, est-ce que vous connaissez ce plat qui est quand même très apprécié des Réunionnais? Ce sont les larves de guêpes frites. En fait, des chasseurs de nids de guêpes parcourent l'île pour les récupérer pendant qu'ils sont remplis de larves. Et ils arrivent alors à revendre les nids à des prix allant de 100 à 150 balles parfois. Ensuite, on fait cuire les larves à la poêle tranquillou, avec un petit peu de sel et parfois un petit peu de piment. Mais alors ça a quel goût? Pour ceux qui ont goûté, en tout cas, c'est assez léger, mais certains disent que ça a un petit goût de noisette. Et ça montre quand même une chose, c'est qu'il y a une différence entre l'aspect d'un plat et son goût. Du coup là, notre cobaye va se prêter au jeu. Et en vrai, en goûtant ça, il trouve pas ça dégueu. C'est juste que génétiquement, on est quand même conditionné à se méfier de ce qui a un aspect bizarre qui peut rappeler la mort ou alors la pourriture. Et les larves, c'est quand même un truc qu'on trouve sur les cadavres. Mais il y a aussi un autre truc à prendre en compte, bien entendu, c'est l'odorat. Et là, au niveau odeur répugnante, je suis obligé quand même de vous parler du durian. Même si peut-être vous le connaissez déjà. Parce que oui, c'est un fruit qui est très apprécié, vraiment très apprécié, notamment en Asie. Alors ça a pas l'air vilain, comme ça on se dit ouais, trop cool. Sauf que niveau odeur, en fait, c'est simple, il pue littéralement la mort. Au sens propre. Et d'ailleurs, cette odeur de cadavre, ça a obligé certaines villes en Thaïlande ou même en Malaisie à interdire d'en apporter dans des transports en commun, des hôtels ou même des lieux publics. Et pourtant, malgré ça, les gens en raffolent, ils trouvent que ça a le goût de la crème anglaise, de l'abricot ou même de l'amande. Et là, vous le voyez, mais notre cobaye peut se régaler alors que ça chinque sa race. Mais bon, le problème, c'est comme vous l'imaginez, l'odorat, ça joue un grand rôle dans notre capacité à goûter des aliments. Par exemple, on estime que si les papilles gustatives présentes sur notre langue identifient les saveurs de base, sucré, salé, etc., notre nez, lui, il perçoit 80% de l'arôme des aliments. Mais il faut distinguer une odeur qui nous avertit d'un potentiel danger et celle qui nous dégoûte car ça associe un mauvais souvenir. Par exemple, un jour, notre cobaye Gustave, il a été traumatisé par une banane pourrie et depuis, il est un petit peu phobique de ça. Ça veut pas dire que les bananes sont mauvaises. Mais en tout cas, niveau odeur, on peut faire encore pire que le durian. Et ça s'appelle le surströmming. C'est un plat, on va dire, suédois, qui est une spécialité de hareng fermenté pendant 6 mois. Et souvent, ça va se déguster avec du pain, des pommes de terre et puis des oignons. Le problème, c'est que ça pue tellement que certains considèrent que c'est l'un des aliments qui pue le plus au monde. Ça va même plus loin parce qu'il y a des gens qui organisent des challenges de dégustation de surströmming sur TikTok. Et celui qui gagne, c'est celui qui arrive à pas vomir. Parfois, il y a même de la thune à la clé. Oui. Oh bah... Je peux pas ouvrir la boîte. Là d'ailleurs notre cobaye il a tenté, ça a mal terminé pour lui. Mais bon, de manière générale, on s'aperçoit que le dégoût c'est pas forcément lié au goût des aliments en eux-mêmes. C'est plutôt lié à nos sens ou à notre imaginaire. Qu'est-ce que ça nous renvoie? Par exemple, on peut être dégoûté par un truc qu'on n'a jamais mangé. Si vous goûtez une chose dégoûtante sans savoir ce que c'est, vous ne trouverez pas qu'elle a mauvais goût. Les légumes amers, par exemple, n'ont pas un aspect répugnant, mais on les trouve pas bons. Et un fromage vieilli et puant n'aura pas de succès auprès d'un enfant de 4 ans. Mais à l'âge adulte, il devient alléchant. Comme vos amis ou votre famille en mangent, il y a un phénomène d'exposition à cet aliment qui produit ce changement. Quand on n'aime pas un aliment, parfois c'est parce qu'on a peur ou alors qu'on va associer ça à la mort. Par exemple, faites le test autour de vous. Si vous dites à quelqu'un de manger un poulet qu'il vient de tuer, il sera dégoûté alors qu'il peut vraiment kiffer les nuggets. Là, du coup, notre cobaye, il a du mal à se dire qu'il va devoir bouffer un lapin qui s'apprête à tuer. Et ce qui fait que quand on modifie l'aspect d'un aliment, que de la viande, de cochon, de vache et compagnie, on la transforme pour que ça ressemble plus à ça à la fin, on finit par accepter le fait que c'est plus tout à fait un animal qui était vivant avant. On peut aussi prendre une tradition méconnue française, la consommation de l'ortolan. En fait,
fait, c'est un petit oiseau rare qui est devenu d'ailleurs espèce protégée et c'est devenu interdit de le chasser et donc de le manger. Mais en tout cas, la tradition veut que pour manger un ortolan, on doit se cacher derrière une serviette. Parce que, en réalité, quand on mange l'oiseau, on le bouffe en entier, avec les os, la cervelle et les entrailles. Et donc, pour éviter de montrer ça aux autres convives et de les dégoûter, on se cache. Chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Alors vous me dites que c'est dégueu, sauf que le grand chef français Alain Ducasse dit que c'est l'un des meilleurs plats au monde. Mais bon, on en revient quand même à l'idée que le visuel peut créer le dégoût, surtout quand ce qu'on avale a l'aspect quand même d'un animal mort. Et en vrai, les humains ont quand même un peu de mal, surtout aujourd'hui, je pense, à accepter que ce qu'ils bouffent est mort. Et paradoxalement, même si les trucs morts ça nous donne pas envie, il peut arriver qu'on se mette à apprécier des aliments qui sont littéralement pourris. Et c'est le cas typiquement du casu marzu, qui est un fromage originaire de Sardaigne, mais qu'on peut trouver en Italie, voire même en Corse. Et là, son nom, littéralement, ça veut dire fromage pourri. Attention, ce qui va suivre est dégueulasse. Sauf que sa spécificité à lui, comme vous le voyez si bien, c'est qu'il est totalement recouvert de petits asticots grouillants. Et ça, c'est totalement voulu. En fait, c'est la méthode d'affinage qui veut ça. Les producteurs placent volontairement donc des larves de mouches dans le fromage pour le faire fermenter rapidement. Sauf que du fait de l'aspect un peu dangereux de ce fromage, c'est un petit peu difficile de s'en procurer. Par exemple, l'Union européenne interdit sa commercialisation. Mais il continue quand même de se vendre sur le marché noir ou de manière clandestine chez certains restaurateurs. Allez, mange! C'est piquant! Ce qui va vous dégoûter, c'est sans doute les asticots. Comme on associe les asticots au fait que ça peut nous intoxiquer, ça nous renvoie à notre propre mort et donc ça nous dégoûte. Mais vous n'êtes vraiment pas au bout de vos peines puisqu'on va monter d'un cran dans l'horreur avec des plats vraiment répugnants. Alors bon, s'il y a bien un endroit où vous trouvez des plats horribles, c'est tout simplement dans le musée des plats dégoûtants de Malmö. Alors c'est un petit musée très charmant en Suède. Et là, vous allez vraiment trouver les pires trucs. D'ailleurs, on trouve là-bas aussi le surströmming suédois qui a remporté de son côté le record de vomissement au sein du musée. Parce que manifestement, dans ce musée, ça doit être très ludique, on peut renifler certains plats. Mais on peut retrouver aussi, par exemple, de la pisse de vache indienne appelée gomutra. Et le gomutra est censé traiter la lèpre, la fièvre, les maladies de foie et même le cancer. Et le pire peut-être là-dedans, c'est que comme la plupart des plats présentés, le gomutra a été goûté par les deux fondateurs du musée. En tout cas, en regardant la liste des plats présentés par le musée, en fait, on s'aperçoit bien souvent qu'ils ont une utilité médicinale. Il existe par exemple un grand nombre de médecins traditionnels qui prêtent des vertus à plein d'animaux et à de plantes dans le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut bouffer un peu tout, nous les humains, parce que on va parfois prêter des vertus ou des capacités un peu spéciales à des animaux, à des plantes dans le monde. Et là, notre cobaye Gustave a eu l'occasion de tester des plats traditionnels, parfois à l'aspect quand même chelou. Par exemple, les vers de cocotier. Alors, ça peut paraître dégueu, mais pour certains peuples, les aliments qui peuvent nous paraître dégueux ont plus de bienfaits que d'inconvénients. Et c'est le cas par exemple du tongsul, qui est une vieille boisson traditionnelle consommée il y a des siècles en Corée du Sud. Il se trouve que c'est un alcool fabriqué à base de fermentation d'excréments d'enfants âgés de 6 ans, mélangé à du riz. Merci, je bois pas, il faut que je passe un coup de fil. C'est un mélange qui est censé guérir la douleur, les os cassés, les inflammations et même l'épilepsie. Alors je ne sais pas si ça marche, j'irai quand même chez un toubib plus classique s'il m'arrive des pépins, je vous avoue. Mais il existe un autre élément récurrent dans la médecine traditionnelle de nombreux pays, et ce sont les aliments aphrodisiaques, du coup qui vont augmenter le désir sexuel. D'ailleurs, notre cobaye, qui n'en perd pas une, il s'est mis à manger tout un tas de plats à base d'attributs masculins, histoire de booster un petit peu sa libido. Là vous le voyez, on peut tester ce qu'on appelle les huîtres de prairie. En fait, tout bonnement, c'est des testicules de taureau. En Chine, il existe même une chaîne de restaurants appelée Guolizhuang, qui est spécialisée dans les plats aphrodisiaques. Et dans ces restos, on peut trouver des phallus et des testicules d'âne, de bouc, de chien, de taureau, même de cerf. Et certains plats là-bas se vendent jusqu'à 200 € et ils sont très appréciés par les hommes d'affaires chinois qui croient, de leur côté en tout cas, dans leur vertu aphrodisiaque. Mais bon, au-delà de l'aspect médecine traditionnelle, certains plats dégueux ont quand même réellement pour fonction d'assurer la survie de ceux qui en consomment. Et là, en fait, ça va surtout toucher à des techniques de conservation qui permettent de s'alimenter quand dans des conditions extrêmes. Par exemple, les gens qui habitent dans des lieux déserts où on peut pas faire d'élevage ou même d'agriculture, ils sont parfois obligés de bouffer des trucs vraiment dégueux pour survivre. Par exemple, est-ce que vous connaissez le foie de poulain surgelé? C'est un mets très sympa en Sibérie. Pendant les hivers trop rudes, certaines populations inuites ont dû mettre en place des techniques de conservation un peu extrêmes. Et laissez-moi vous parler par exemple de la recette du kiviak. Pour vous dire, c'est tellement fantastique que j'en avais fait une vidéo spéciale. Je vous refais le topo. Vous prenez un phoque, vous l'éviscérez et vous le farcissez avec 500 petits oiseaux qui ressemblent à des petits pingouins nains. Là, vous refermez le tout et vous enterrez la carcasse que vous allez laisser pourrir ou fermenter entre 3 et 18 mois selon vos besoins. Un beau bébé. Et quand vous avez besoin de bouffer, vous déterrez le tout et vous pouvez déguster les oiseaux tout entiers tels quels qui ont eu le temps de macérer quoi. Après, il faut quand même remettre ça un peu dans le contexte, on est un peu en mode survie quoi. Bon, la fermentation, ça permet de conserver certains aliments à l'abri de la pourriture qui serait encore plus toxique. Du coup, si vous faites un petit détour au Groenland, vous pouvez tester ça et vous m'en direz des nouvelles.
Mais il y a un autre truc qui rentre aussi en compte dans le dégoût, et c'est la dissonance cognitive. En gros, c'est quand votre pensée entre en contradiction avec elle-même. Par exemple, vous trouvez affreux de manger des petits cochons d'Inde mignons, par contre bouffer du lapin, il n'y a aucun problème, et ça, c'est un paradoxe que mettent en avant pas mal de militants véganes contre la consommation de viande. Ce qui fait que notre dégoût, parfois, c'est juste psychologique ou idéologique. Concrètement, manger des insectes, no way, alors que, par exemple, en Asie, ils peuvent en bouffer à tout va. Peut-être que j'exagère. Et puisqu'on parle de l'Asie, par exemple, tous les ans, en Chine, a lieu le festival de la viande de chien de Yulin. Et ça attire des milliers de personnes et près de 10 000 chiens sont abattus puis consommés lors de ce festival. C'est pas une légende quand on dit que les Chinois ils mangent du chien, non, c'est vraiment pas mal vu, car la culture chinoise veut que l'on mange de tout tant que c'est propre à la consommation. Bon, après, si vous allez en Chine, quand même, on vous préviendra quand c'est du chien, donc vous pouvez choisir quoi. Ce qui n'est pas le cas de notre Gustave là, qui par exemple ne voulait pas bouffer un toutou. Mais là, voilà, il a fait le pas de trop. Les Chinois consomment du chien de très longue date, et dans la Chine ancienne, on mangeait même du loup. Ce qui est étonnant, c'est la manière dont c'est pratiqué actuellement. On dirait que les images sont faites pour être choquantes. Mais en réalité, le fait de manger des animaux domestiques comme des chiens, des chats, des chevaux, ça se retrouve partout dans la littérature de voyage à travers l'histoire. A l'inverse, les Français ont pu épouvanter le monde avec leurs cuisses de grenouille ou leurs escargots. Mais accrochez-vous une dernière fois pour les plats suivants, car là, ils sont objectivement horribles. Il y a zéro débat possible. Alors, est-ce que ça vous dit déjà de faire une petite virée pour goûter de la street food aux Philippines? Et je vous propose un plat de street food tout simplement appelé le pag pag. Et il se trouve que c'est un plat préparé à base de poulet, de poisson ou de légumes qui sont frits dans de l'huile. Sauf qu'en réalité, tous ces aliments proviennent de restes de poubelles que les gens qui les préparent ont fouillé le matin même. Et pour masquer l'odeur de pourriture, eh bien la viande est rincée à l'eau puis cuite dans des herbes aromatiques et des épices. Ça rend parfois des trucs pourris et il y a des intoxications alimentaires qui sont fréquentes, voire même parfois mortelles. Alors bon, vous vous doutez bien que ces gens ne kiffent pas faire les poubelles pour se nourrir, parce qu'il s'agit en réalité de pratiques qui ont lieu dans des quartiers très pauvres et où les gens ont à peine de quoi s'acheter à bouffer. Mais bon, de manière générale, il existe partout dans le monde des plats dégueux qui sont le signe d'une pauvreté extrême. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour s'en rendre compte. Même dans l'histoire de France, on a connu des moments où on a bouffé des trucs dégueux. Par exemple, en 1870, pendant la Commune de Paris, eh bien la capitale a été assiégée par les Prussiens en causant l'impossibilité pour les Parisiens de se ravitailler en nourriture. À partir de là, les gens commençaient à crever de faim littéralement et du coup ils se sont mis à consommer des rats, des chiens ou même des pigeons. D'où l'expression que parfois il faut bien manger pour survivre. Ce qui fait que là notre cobaye peut bouffer vraiment des trucs dégueulasses dans des situations extrêmes. Sauf qu'en réalité il y a une chose qui est vraiment importante dans tout ça, c'est l'hygiène. Et dans les deux cas que je viens de citer avant, que ce soit avec Paris ou même aux Philippines, il y a quand même un risque de transmission de maladie au-delà de l'aspect pas ragoûtant quoi. Et d'ailleurs je le rappelle, mais pour le Covid, c'était pas la faute du pangolin. Parce qu'il y a une étude récente qui montre qu'on a retrouvé des traces de virus en Chine au niveau du marché de Huanan dont est partie l'épidémie. Et il se trouve que les animaux concernés là-bas étaient surtout des chiens et des civettes qui étaient vendus sur ce marché. Pas un pangolin quoi. Globalement, bouffer de la nourriture périmée ou des animaux sauvages, ça conduit à des risques de choper des maladies bien vénères, voire même mortelles. Et ça, c'est le cas de la soupe de chauve-souris de l'île de Guam dans le Pacifique. En fait, des chercheurs ont montré que les chauves-souris utilisées pour ce plat traditionnel avaient l'habitude de consommer des graines d'une plante appelée cicadale. Sauf que ces graines rendent la viande de chauve-souris toxique pour l'homme. Et donc, ce qui fait que manger de la soupe de chauve-souris aurait ainsi causé la mort de plusieurs peuples autochtones du Pacifique. Voilà, il y a vraiment un danger à bouffer des plats faits d'animaux sauvages. Et c'est pas notre cobaye qui dira le contraire. Mais il n'empêche, certains plats traditionnels sont pas prêts de disparaître malgré le danger qu'ils présentent. Petit florilège des plats vraiment dégueulasses à tous les niveaux. Déjà, on commence par le Cambodge avec les délicieuses migales frites. Et même si leur piqûre peut être dangereuse, et voire même parfois mortelle, eh bien, en vrai, c'est plutôt des migales d'élevage, donc elles sont plutôt safe. Tout va bien alors? Ouais. Bon, du coup, on les tue, on les trempe ensuite dans du sel, dans de l'ail, et on fait frire le tout, et c'est prêt. Alors globalement, niveau goût, bouffer des pattes d'araignée, c'est amer. C'est ta mère. Enfin ta mère. Je parle de l'amertume. Mais il y a quand même un léger goût de poulet mélangé à de la morue. Par contre, il faut quand même s'accrocher parce que pour l'abdomen, il est souvent rempli d'œufs et d'excréments. Alors bon, là pour le moment, l'animal est dangereux, mais pas le plat au final. Pourtant, ça donne pas envie. Mais on continue avec le hakarl, qui est une recette de requin fermenté islandaise. Et là, la particularité, c'est que la chair du requin du Groenland utilisée pour ce plat est ultra toxique. En effet, ces requins n'ont pas de voie urinaire, mais ils urinent à travers leur peau. Et donc, pour se débarrasser des toxines, les Islandais enterrent la chair de requin sous terre pendant plusieurs mois et ils la font ensuite sécher au bout de 5 mois avec du sel. Et ensuite, ils bouffent ça à l'apéro en petits cubes. Alors l'odeur est vraiment horrible, le goût est vraiment dégueu, mais ça se mange. J'ai goûté du requin fermenté en Islande. Ça sent comme certains fromages français dont la croûte sent très fort. C'est spécial, hein. Ça sent très fort l'ammoniac, ça sent le poisson pourri, quoi. Pour vous donner un repère, ça sent le pipi, mais très fort. Vraiment, ce n'est pas bon, je n'ai pas aimé du tout. Mais on peut rester toujours dans le nord avec le cas de l'Alaska et du plat traditionnel autochtone appelé tepas ou tête puante. Et ce sont tout simplement des têtes et des viscères de
saumon qu'on fait fermenter dans des tonneaux en bois pendant une semaine. Pire, mais la consommation de ce plat a provoqué du botulisme, qui est donc, je le rappelle, une maladie due à des bactéries toxiques. Il y a eu à peu près 350 personnes qui ont été contaminées ces dernières décennies et 24 en sont mortes. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la majorité des cas, eh bien, tous ces plats pas ouf, ils sont consommés régulièrement dans différents pays, voire même parfois quotidiennement. Ce qui prouve quand même, c'est que le dégoût qu'on éprouve nous, c'est vraiment le fruit de notre culture ou de notre éducation. Et si vous étiez né là-bas et éduqué là-bas, peut-être que vous boufferiez ça du coup comme des frites. Ce qui n'a pas empêché notre cobaye là, à force de bouffer tout et n'importe quoi, de choper une indigestion et de finir cloué au lit. Eh bien, nous, en tout cas, voilà comment se termine notre expérience gastronomique, quoi. Bon, j'espère que je vous ai pas coupé l'appétit. En tout cas, sachez-le, si vous voulez me voir un peu déglutir, j'ai fait une interview chez Darko, c'est un collègue youtubeur. Le principe de sa vidéo est très simple. Eh bien, il présente des plats cachés et qui sont dégoûtants autour de soi, et si je ne réponds pas à une question, je vais être obligé d'en manger l'un d'eux. Il m'a posé 3 questions, je lui en ai posé 3, et il se trouve qu'à la fin, j'ai dû goûter l'un de ses plats. Si ça vous intéresse, je pourrais aller voir la vidéo. En tout cas, si vous êtes sur vos emplettes pour les cadeaux à acheter, n'oubliez pas que vous avez les produits Allscan, que ce soit les montres ou les bracelets ou autres, qui sont disponibles et qui sont vraiment très esthétiques. Le lien est en description, il y a mon petit code promo pour avoir 15% de réduction dessus qui est juste ici. Je le rappelle, c'est des produits esthétiques faits en matière naturelle. Bref, vous pourrez aller checker tout ça. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.